L'histoire commence le dernier jour du championnat mondial de pâtisserie, où la grande finale est en cours. Les spectateurs sont émerveillés en regardant le protagoniste à l'œuvre. Un jeune homme loué comme l'élu par les dieux des douceurs. Le dernier défi tourne autour de la création de sculptures en bonbons complexes, et pour tous les présents, il semble déjà certain qu'il sera déclaré le plus grand chef pâtissier du monde. Alors que les concurrents se concentrent sur leur création, le protagoniste semble ravi, comme s'il était entouré d'un paradis fait entièrement de douceur. Au moment où il regarde sa pièce finie, il devient complètement confiant que la victoire est à lui, et que son rêve d'enfance est enfin à portée de main. Mais tout change en un instant. Alors qu'il essaie de transporter sa sculpture vers la zone de jugement, son poids écrasant lui fait perdre l'équilibre. Avec un seul faux pas, l'ensemble de la pièce s'effondre, et l'accident lui inflige une blessure fatale. Alors qu'il gît sur le sol, saignant, il réalise que sa vie touche à sa fin. Dans ces derniers instants, il regrette de ne pas avoir pu créer la suite ultime qu'il avait toujours imaginée. Des larmes coulant alors qu'il se rappelle son véritable rêve. Construire un monde de douceur qui pourrait apporter du bonheur à tous. Maintenant, alors que sa vie s'estompe, il ne peut s'empêcher de penser que Dieu a été impitoyable. Juste à ce moment-là, une voix divine lui parle, lui offrant une autre chance de vivre. On lui dit qu'il renaîtra sous un nouveau nom, Pimir Morin. Et ainsi, le protagoniste, désormais connu sous le nom de Pás, commence sa nouvelle vie dans les terres des mortels, un territoire gouverné par son père Kassarol. Lorsque son père a d'abord pris le contrôle de cette terre, ce n'était rien de plus qu'un sol stérile, où même le blé avait du mal à pousser. Avec les nouveaux arrivants et les habitants d'origine, il a passé près de 2 décennies à cultiver la terre. Grâce à des efforts acharnés, leur travail a enfin porté ses fruits, transformant la région en un endroit avec 3 villages d'environ 40 personnes, où le blé et l'orge peuvent maintenant être cultivés avec succès. 9 ans se sont écoulés depuis que la paix a été restaurée dans ce monde en tant que fils de casserole. Le seigneur de ces terres a grandi avec son père, un héros militaire, sa mère et ses 5 frères et sœurs aînés. On pourrait dire qu'il est heureux. Mais malheureusement, ces terres ne produisent pas de sucre, et elles ne reçoivent presque jamais rien de sucré. Pás se laisse distraire en rêvant de faire des douceurs pendant qu'il s'entraîne avec son père, si bien qu'il finit par perdre son épée. À ce moment-là, le serviteur de casserole, Shitsu, arrive et les informe qu'il a de bonnes et de mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle est que les champs de haricots auront une bonne récolte cette année. Et la mauvaise nouvelle est que dans le comté de Ritis, ils ont réussi à vaincre quelques bandits. Ceux qui ont survécu ont fui vers leur emplacement, et il y a environ 50 bandits qui arriveront probablement dans 2 mois. Pás s'inquiète qu'ils pourraient détruire les champs et atteindre les mortels, car les haricots et surtout le blé sont essentiels pour faire des douceurs. Shitsu remarque la détermination de Pás et dit que le garçon devrait être l'atout caché qu'ils ont maintenant. Kassaral y pense un moment et propose immédiatement la cérémonie de consécration. Peu après, il décide de parler avec sa femme Agne et l'une de ses filles, Yosi, les informant qu'il fera passer à Pás la cérémonie de consécration. Agne est très inquiète, car Pás est encore très jeune, mais Casserole explique que son intelligence et son talent avec l'épée surpassent de loin ceux des enfants de son âge. Il est expliqué que dans ce monde, la cérémonie de consécration marque l'âge adulte. Donc, c'est trop tôt pour un enfant de 9 ans, mais c'est exactement ce que Pás veut. 3 jours plus tard, Pás dit au revoir à ses amis l'homme, qui ne sont pas surpris d'apprendre que Pás s'intéresse à manger des douceurs. Casserole utilise sa magie de téléportation pour les emmener à la capitale royale Bolvadia, où la cérémonie aura lieu. En marchant à travers le marché, Pás s'excite en voyant beaucoup de choses qu'il n'avait jamais vues auparavant dans ce monde, comme le sucre et les fruits, des choses qui ne peuvent pas être trouvées chez les mortels. Casserole lui dit que s'il passe la cérémonie sans problème, il lui achètera tout ce qu'il veut. Pás devient très excité, se demandant ce qu'il pourrait demander quand soudain il tombe sur des pommes. Bien qu'il apprenne que dans ce monde, elles sont appelées bunkers. Il commence immédiatement à fantasmer sur toutes les façons possibles de faire des desserts avec ce fruit, demandant même à son père d'essayer de les cultiver dans leur terre. Après avoir beaucoup marché dans la capitale, Pás se rend enfin pour effectuer la cérémonie de consécration. Là, ils lui font boire un liquide amé et l'enfermant dans une pièce sombre où il ne peut rien voir ni entendre. Casserole s'inquiète après 1 jour et demi, mais le prêtre en charge de la cérémonie explique que tant que la lumière qu'il émet à l'intérieur de la pièce ne s'éteint pas, il ne peut pas libérer son fils. Quoi qu'il en soit, il est surpris d'avoir duré si longtemps et se demande combien de pouvoir Pás a en lui. Pour une personne normale, rester là pendant tant d'heures ne serait pas facile. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il fantasme simplement sur ce qu'il fera avec les bons cas qu'il a vus sur le marché. Le temps passe pour lui pendant qu'il rêve de créer son pays de douceur. Et quand il se réveille enfin, 2 jours se sont déjà écoulés et la cérémonie est terminée.
Paz prête un serment où il comprend enfin ce qu'il peut faire et découvre ce qu'est sa magie. Le prêtre en charge de la cérémonie est surpris, commentant qu'il semble avoir obtenu un pouvoir rarement vu aujourd'hui. Casserole le remercie pour tout et lui offre une bonne somme d'argent avant de partir avec Paz vers le marché, où il choisit les meilleurs bonkas. Pendant ce temps, le prêtre qui a géré la cérémonie de Paz compte son argent, disant que ce ne sera pas suffisant pour le garder tranquille. À son retour à Mortal, il commence immédiatement les préparatifs pour l'attaque des bandits. 3 semaines plus tard, Shih Tzu informe Casserole que les bandits ont attaqué et brûlé le village des chevaliers de Liptebor. À ce rythme, ils arriveront probablement à Mortal avant les 2 mois qu'ils avaient estimés. Casserole agit immédiatement en fermant temporairement les 2 autres villages, ordonnant que les puits soient scellés et que les maisons et les cultures soient démantelées. Les habitants de ces villages se rassemblent alors dans le principal pour attirer les bandits là-bas et éviter les conflits dans d'autres endroits. Paz est conscient que leurs forces ne suffisent pas. En effet, à part son père et ses 3 serviteurs, tout le monde est des paysans. Dans une bataille d'endurance, ils sont désavantagés, donc ils ont besoin d'un plan. Marc et Lumi rencontrent Paz, le traitant avec respect et disant qu'ils sont ses subordonnés, puisque leurs parents sont des serviteurs directs de Casserole. Paz leur demande d'oublier ces formalités, puisqu'ils sont des amis d'enfance. Même ainsi, à ce moment-là, il a une idée. Alors il leur demande de rassembler des pierres d'une taille qui peut être lancée. Marc et Lumi suivent ses instructions, alors ils passent l'après-midi à simplement collecter des pierres, jusqu'à ce qu'ils entendent des bruits et deviennent alarmés lorsqu'ils voient les bandits arriver à l'endroit. Ils courent immédiatement retour au village pour avertir tout le monde, alors ils ferment rapidement les portes et se préparent à l'attaque. Casserole prend en charge l'organisation et la motivation des villageois, dirigeant stratégiquement ses serviteurs. Shih Tzu commente que les bandits ne connaissent pas bien le terrain, donc ils seront désavantagés s'ils agissent la nuit. Par conséquent, ils vont probablement attendre l'aube pour attaquer, et s'ils restent éveillés toute la nuit, ils ne feront que se fatiguer. Casserole demande l'avis de Paz, et il répond qu'il manque d'informations, car ils doivent d'abord savoir exactement combien d'hommes il y a et combien de nourriture ils ont. Cela ne sait cela que parce que c'est la même chose avec les bonbons, car la quantité d'ingrédients, le temps et la température sont des choses qui doivent être claires avant de commencer à cuisiner. Casserole décide alors de commencer une mission de reconnaissance avec Shih Tzu, voulant surprendre les bandits. Après avoir expliqué le plan, tous deux partent, et Paz est chargé du village. Il prend immédiatement des mesures en ordonnant qu'ils utiliseront des flèches enflammées comme signal de l'attaque de l'ennemi. Même si Casserole et Shih Tzu connaissent le terrain, si les bandits les suivent dans l'obscurité, ils pourraient se perdre, donc les flèches serviront également à les guider. Pendant que Paz dirige tout et crée un plan dans le village, Casserole entre dans la forêt et Shih Tzu utilise sa magie pour localiser les bandits de loin. En les voyant, il commente que la situation n'est pas bonne, car il semble que les bandits étaient autrefois des chevaliers. Ils ont 5 chevaux et semblent être en très bon état. Et il y a environ 70 bandits. Casserole suppose qu'ils doivent être un groupe de mercenaires professionnels, et Shih Tzu l'informe également qu'il peut voir des villageois capturés d'ailleurs, probablement retenus en esclavage. En voyant cela, tous deux se dépêchent et décident de tendre une embuscade aux bandits par surprise. Après avoir rompu leur formation, le chef des bandits reconnaît leur schéma d'attaque et commence à diriger les autres avec précision. Casserole et Shih Tzu agissent alors comme s'ils se retiraient, faisant croire qu'ils n'ont aucune chance. Cela motive les bandits à les poursuivre, se dirigeant directement vers le village comme ils l'avaient prévu. Quelques minutes plus tard, nous voyons Glose, un autre des serviteurs directs de Casserole, entendre des chevaux au loin. Il tire donc rapidement des flèches enflammées dans le ciel, juste comme l'a ordonné Paz. Cela alerte les autres villageois qui se préparent à l'attaque. D'autre part, Casserole et Shih Tzu suivent les flèches. En se dirigeant vers l'ouest, Paz dirige les enfants du village qui lancent des pierres enflammées à son signal, réussissant à toucher plusieurs bandits. Il avait tout prévu à l'avance en parlant avec les villageois, expliquant que les enfants sont meilleurs que quiconque pour lancer des pierres, puisque c'est ce qu'ils font tous les jours en jouant. De plus, si les enfants aident, ils peuvent compenser leurs désavantages numériques. Même ainsi, Paz ne permettra pas que les enfants soient blessés, il reste donc vigilant à tout moment en les guidant. Le chef des bandits se lasse de leur tactique et décide de charger en avant pour infiltrer le village, invitant les autres bandits à le suivre. Une fois à l'intérieur, ils attaquent, mais les enfants continuent à les frapper avec des pierres enflammées. Le chef des bandits s'agace et les poursuit, mais Paz se place devant pour les protéger, recevant une coupure à son bras. Cependant, il est également pris en otage, donc personne ne peut rien faire. En voyant un des bandits au sol, avec une brûlure sévère sur le visage, Paz décide de profiter de la situation et utilise sa magie pour la première fois. Soudain, tous les bandits se tordent de douleur en recevant la même brûlure.
Pass explique qu'il a simplement répliqué la blessure de ce bandit sur les autres. Le lendemain, les bandits sont capturés et Casserole s'assure de récompenser tous ceux qui ont combattu pour protéger le village. Même Mark et Lumi reçoivent chacun une épée et un sac d'orge en récompense d'avoir tenté des Pace, ce qui les rend très heureux. Tous deux rentrent chez eux pour célébrer, et Pass les accompagne, heureux que tout soit revenu à la normale, puisqu'il pourra enfin se concentrer sur la fabrication de sucreries. Alors qu'il fantasme sur la création de desserts avec des bons casses, Mark et Lumi sortent discrètement de la maison. Ils décident d'aller voir les bandits capturés, croyant qu'il est de leur devoir de veiller sur les prisonniers en tant que futurs serviteurs du seigneur de ces terres. Malgré leur détermination, les villageois de garde ne les laissent pas s'approcher, avertissant que c'est très dangereux. Fatigué d'être traité comme un enfant, Mark se cache avec Lumi derrière des buissons et crée une distraction avec des pierres, poussant les villageois à quitter la zone. Pendant ces secondes, il profite de l'occasion pour entrer dans le lieu et voir tous les bandits attachés. Le chef des bandits remarque l'épée de Mark et lui dit qu'elle était autrefois la sienne, donc seul lui sait comment l'utiliser. Il explique qu'il sera exécuté lorsqu'il sera remis aux autorités, donc au moins il aimerait lui apprendre à l'utiliser, car si elle est utilisée correctement, elle lui permettrait d'utiliser la magie. Mark devient très intéressé, pensant qu'il pourra utiliser la magie tout comme Pace. Alors il s'approche du bandit malgré les avertissements de Lumi. À ce moment-là, le chef des bandits lui donne un coup de pied fort et, puisque la corde qu'il attachait était lâche, il parvient à se libérer. Avant de s'échapper, il attaque Lumi. Alors que le bruit attire l'attention des gardes, il prend Mark en otage et s'enfuit à cheval. Tout le monde est alerté en quelques secondes. Il soigne donc rapidement Lumi pour arrêter son saignement. Pass se met immédiatement à la poursuite du chef des bandits, sachant que les pièges dans les montagnes de l'Est devraient encore être en place. S'il évite un coup fatal, il peut utiliser sa magie de réplication pour copier toute blessure qu'il reçoit, et dans le pire des cas, cela se terminerait par une égalité. En chemin, Pass a une autre idée, réfléchissant au fait que sa magie lui permet de répliquer ce qu'il voit, tandis que son père est informé de la situation et décide d'agir. Mais Shitsu l'arrête, il explique que si cela devient connu, ce sera un coup dur pour les villageois, et par des temps comme celui-ci, son devoir est de rester fort et de les calmer. Avec cela en tête, Casserole change son plan et décide de ne pas agir impulsivement. Après que le chef des bandits soit tombé dans un piège, Pass le rattrape rapidement et protège Mark avec son épée. Le bandit voit à travers son plan, sachant qu'il essaiera de reproduire une blessure pour obtenir un avantage. Il prévoit donc de le finir d'un seul coup. Pace n'a aucune chance, et son épée est même brisée en deux, le laissant désarmé et sans défense. Un certain temps plus tard, Shitsu cherche la zone pour Mark et Pace, mais la seule chose qu'il trouve est l'épée brisée de Pace, ce qui le fait penser au pire. Il retourne au village se demandant comment il va annoncer la terrible nouvelle. Cependant, en entrant dans la maison de Casserole, il trouve Pace dans les bras de sa mère, ce qui le confond énormément. Au milieu de la confusion, Casserole exige que Pace explique ce qui s'est passé, puisqu'il pensait que le pire était arrivé. Pace explique qu'il a reproduit la magie de téléportation de son père sur lui-même et l'a utilisée. Il précise que sa magie lui permet de copier n'importe quoi tant que c'est tangible ou qu'il a vu l'original, et cela inclut les sorts d'autres personnes. Casserole se sent soulagé après avoir entendu l'explication, mais le gronde tout de même, déclarant qu'il lui est interdit de dire aux autres qu'il peut utiliser les sorts d'autres personnes ou de les utiliser devant d'autres. Il l'avertit que la magie en combat est très dangereux et que s'il ne l'utilise pas correctement, il pourrait mourir instantanément. Après tout, même s'il parvenait à copier la téléportation, il aurait pu se retrouver à l'intérieur d'une roche ou sous terre. Casserole s'inquiète simplement, car s'il était su que Pace pouvait reproduire n'importe quel type de magie, les gens viendraient après lui pour l'utiliser comme une arme. C'est un problème que le chef des bandits se soit échappé, donc ils ne peuvent que prier pour qu'il meure avant de révéler ce qu'il sait. Un certain temps plus tard, Pace décide de rendre visite à Lumi, qui est en convalescence. Et Mark se sent toujours coupable de ce qui s'est passé. Pace les laisse seuls pour aller préparer des desserts, et après un moment, Mark rassemble le courage de s'excuser, disant que c'était sa faute. Lumi ne s'attendait pas à cela, mais elle l'arrête rapidement, précisant que la faute revient aux bandits. Mark continue de s'excuser néanmoins, si bien qu'ils deviennent tous les deux émotifs et l'atmosphère devient tendue. À ce moment-là, Pace revient dans la pièce avec un gâteau Bonka fraîchement cuit, expliquant que c'est sa façon d'aider Lumi à se sentir mieux et de remonter le moral de Mark. Lumi et Mark se sentent immédiatement heureux en goûtant le dessert, et grâce aux mots de Pace, ils réussissent à se sentir mieux. Même si Mark ne se sent plus coupable, Glace apparaît avec une aura meurtrière, demandant comment il a pu blesser sa fille. Son sérieux disparaît lorsqu'il dit que Mark devra se rattraper en l'épée épousant à l'avenir, puisque une fille aussi rebelle que Lumi ne pourrait pas trouver de mari. Mark devient immédiatement flatté à l'idée, rougissant clairement, mais Lumi semble n'avoir aucun problème avec le plan.
acceptant rapidement son rôle de future épouse. Glace apprécie aussi le gâteau Banca, et Paz se sent heureux de les voir ainsi, maintenant plus déterminé à réaliser son rêve de créer une terre de bonbons. Un certain temps plus tard, Casserole l'informe qu'ils n'ont pas d'argent. Donc maintenant lui, Paz et Shih Tzu sont en réunion pour voir comment résoudre cela. La reconstruction après l'attaque est devenue un problème sérieux, et la réouverture des 2 villages qu'ils ont temporairement fermés est devenue un lourd fardeau. Tout l'argent qu'ils ont n'est pas suffisant, et Casserole ne peut s'empêcher de penser à combien il regrette d'avoir laissé échapper le chef bandit. Après tout, ils ont perdu les 200 pièces d'or qui étaient offertes pour sa tête. Ils ne peuvent pas demander de prêt, puisque les fiefs voisins ont beaucoup souffert du gel, donc il manque aussi d'argent. Shih Tzu précise qu'en aucun cas ils ne peuvent demander des prêts aux nobles cupides de la cour, car ils exigeraient une pièce d'or d'intérêt chaque mois. Paz intervient alors, demandant à son père s'il serait possible de demander de l'aide à sa famille ou à la famille de sa mère. Casserole explique qu'il et Agne ont coupé les liens avec leur famille il y a de nombreuses années, donc il ne peut pas aller leur demander de l'argent alors qu'ils n'ont même pas présenté leurs petits-enfants. Quand lui et Agne se sont mariés, ces terres étaient encore plus arides qu'elles ne le sont maintenant, donc tout le monde s'opposait fortement à leur union et ils ont dû fuir, ensemble. Pei sait que dans ce monde, les mariages arrangés sont la norme, donc cela a dû être difficile. Quand il rencontre ses amis, il suggère d'élargir les champs ou de vendre des gâteaux Banca. Malgré leurs suggestions, Paz leur dit que les 2 options nécessitent du temps et de l'argent. Bien qu'il aime vraiment l'idée de cuire plus de gâteaux Banca, Marc propose alors qu'il commence à enseigner la magie parce qu'il veut l'apprendre lui-même. Mais Lumi rejette l'idée, disant que même s'il apprenait à l'utiliser, il ne maîtriserait jamais. Néanmoins, elle demande à Paz de leur montrer sa magie, car il pourrait trouver quelque chose. Après avoir réfléchi un moment, Paz accepte. Alors il leur demande de dessiner quelque chose sur le sol. Une fois qu'ils le font, il utilise sa magie pour reproduire ce qu'ils ont dessiné sur leurs mains, comme s'il s'agissait de tatouages. Il précise que sur la peau, cela dure 2 ou 3 jours, mais sur le bois et les murs, c'est permanent. Lumi est clairement impressionné et demande s'il peut le faire à l'envers, en reproduisant quelque chose et en le transformant en dessin, car ce serait intéressant de voir des visages dessinés sur le sol. Paz devient très enthousiaste, disant qu'elle lui a donné une excellente idée. Alors il s'en va sans l'expliquer. Peu après, il rencontre son père et lui dit qu'il a trouvé un moyen de gagner de l'argent. L'autre jour, il parlait de trouver un mari pour Yossi, puisqu'elle va bientôt avoir 13 ans et sera en âge de se marier. Casserole a utilisé sa magie de téléportation pour l'emmener à différents endroits afin de la présenter, mais Paz demande que feraient les parents qui ne peuvent pas utiliser la magie, car voyager est dangereux et aussi coûteux. Avec cela en tête, Paz utilise sa magie sur un morceau de bois, réussissant à reproduire l'image de sa mère pour créer un portrait. De cette façon, les parents pourraient présenter leur fille à davantage de candidats sans avoir à voyager tout le temps. Ils pourraient les promouvoir comme des portraits de fiançailles pour ceux qui cherchent des maris pour leurs filles. Casserole sait qu'avec des portraits aussi détaillés, ils pourraient demander 5 à 10 pièces d'or. Et c'est moins cher que d'engager un peintre. De plus, comme c'est seulement de la magie, il n'y a pas de coût matériel, et de nombreux parents paieraient une fortune pour présenter leur fille à travers des portraits. Convaincu, Casserole admet que cela pourrait fonctionner, bien que Shih Tzu lui rappelle qu'il pourrait découvrir le type de magie de Paz. Dans ce cas, Paz dit qu'il vaudrait mieux leur faire croire que sa magie consiste à faire des portraits, ce qui est une bonne excuse. Avec cela en tête, il se dirige vers le sud, vers le royaume sacré de Prolich, dans le comté de Rhétus, pour demander une audience avec la comtesse. La comtesse pense seulement qu'il est probablement là pour se plaindre qu'ils n'ont pas éliminé tous les bandits, mais elle n'est pas préoccupée par ce qu'un simple noble rural a à dire. Dans quelques minutes, Casserole et Paz se présentent enfin devant la comtesse de Rhétas, Brioche du grand meunier Rhétas. Paz apparaît déterminé, se souvenant bien des informations que son père lui a données avant d'arriver. La comtesse de Rhétus est la fille aînée du précédent comte. Ses prédécesseurs sont morts dans la guerre, et son fils, le seul héritier du titre, était encore très jeune. Pour cette raison, Brioche a temporairement assumé le rôle jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge adulte. C'est pourquoi elle est en charge. Cependant, son fils est mort d'une maladie avant d'atteindre cet âge. Dans cet esprit, Paz se présente à la comtesse, remarquant qu'elle les observe attentivement malgré son apparence aimable. Il devient très excité lorsqu'elle les invite à prendre le thé. En voyant les différents types de biscuits, Brioche explique que sa famille est dédiée au commerce du thé et qu'elle le connaît certainement très bien. D'un autre côté, malgré l'excitation de Paz, il est déçu après avoir goûté les biscuits, ce qui surprend la comtesse, puisque les enfants s'excitent généralement beaucoup pour les sucreries. Après avoir parlé pendant un moment, Paz a enfin l'occasion de s'exprimer. Alors il raconte à la comtesse ce qui s'est passé avec les bandits,
exagérant un peu les événements comme tactique de négociation. Brioche devient contrariée en voyant qu'il a évoqué le sujet qu'elle voulait éviter, mais elle essaie de garder son calme. Elle est sûre qu'il demandera une compensation pour ce qui s'est passé, alors elle fait semblant de ne rien savoir à ce sujet. Pass lui assure qu'ils ont des preuves que les bandits venaient de Redsvale et qu'ils peuvent couvrir une véritable enquête en utilisant les bandits qu'ils ont capturés. Casserole présente l'une des preuves, montrant une épée qui était dans les mains de l'un des bandits, qui porte l'emblème de sa famille. Brioche se sent acculée par cela, alors elle conclut que sa tentative d'éliminer les bandits a échoué, et en conséquence, ils ont envahi les terres de Mortal. Elle n'est clairement pas heureuse, mais elle propose de payer un montant approprié pour ce qui s'est passé, souhaitant leur donner 100 pièces d'or. Pass précise que la chose correcte serait d'ajouter un montant pour réparer les dommages qu'ils ont subis, et la comtesse remarque immédiatement qu'il ne parle pas comme un enfant. Elle propose 30 pièces de plus, mais Pass continue de faire pression. Alors finalement, elle propose 150 pièces d'or, qu'ils acceptent. Une fois les négociations terminées, Brioche accepte la défaite, mais avant de dire au revoir, elle mentionne la réaction de Pass au thé. Il explique que le thé était délicieux, mais que les douceurs qui l'accompagnaient étaient trop sucrées. Lorsqu'ils sont servis avec du thé, il est préférable que les desserts cuits ne soient pas trop sucrés afin de mettre en valeur l'arôme du thé. Casserole fait taire Pass d'un coup avant qu'il ne continue à parler, mais Brioche est très impressionné. En guise d'excuse, Pass décide de faire un portrait de Brioche sur un morceau de tissu, en cadeau. Cela la surprend énormément, alors elle le remercie et il termine la réunion en bons termes. Un certain temps plus tard, Casserole rencontre le duc Katilsek, chef de l'armée centrale de la capitale royale. Il présente son petit-fils Squall, en les informant qu'il a obtenu son diplôme en première position de sa promotion à l'Académie des officiers. Squall se présente nerveusement, alors son grand-père le gronde pour avoir perdu son calme et explique à Casserole que son petit-fils l'admire beaucoup. Après tout, ses réalisations sont devenues très célèbres parmi les jeunes, grâce au troubadour. Pass décide de se présenter formellement, surprenant Katilsek, qui mentionne qu'il est beaucoup plus mature que son petit-fils. Il est également très surpris d'apprendre que Pass peut utiliser de la magie tout comme son père. À la demande du comte, Pass décide de démontrer sa magie. Créant un portrait d'une fille à offrir à Squall, il explique qu'elle est la troisième fille du marquis de Jubarek, mademoiselle Petra. Ce rôle l'informe que sa famille est en conflit constant avec le royaume voisin, et puisque mademoiselle Petra ne quitte généralement pas ses terres, le marquis leur demande de la présenter. Squall est captivé par sa beauté. Pass comment alors que le mois prochain, Petra fêtera sa majorité tout comme lui, donc il est cordialement invité. Katilsek essaie de décliner l'offre, car il est évident qu'ils essaient de les marier. Mais l'excitation de Squall l'emporte sur lui, et il accepte sans même réfléchir. Le duc ne peut rien y faire, mais Pass lui dit discrètement que le marquis est probablement déjà fatigué du long conflit avec le royaume voisin. À son avis, le marquis veut mettre fin aux différends, et c'est pourquoi il veut marier sa fille à Squally. Les paroles de Pass parviennent à changer la façon de penser du duc, qui accepte également avec plaisir l'invitation. Au cours des jours suivants, les provisions et le bois de chauffage circulent sans problème parmi les villageois de Mortal. Tout cela est grâce à Casserole, qui croit fermement qu'il ne serait pas un bon seigneur si son peuple vivait dans la misère. Pass rencontre son père pour lui remettre quelques lettres qui sont arrivées, et après les avoir lues, il commente qu'elles ne contiennent que de bonnes nouvelles, car il semble qu'ils auront des revenus supplémentaires pendant un certain temps. Cela fera 20 000 pièces d'argent depuis que mademoiselle Petra et Squall se sont fiancés, et en guise d'avance, ils enverront chacun 30 pièces d'or séparément. Cet argent sera utilisé pour s'occuper de Petra, puisqu'ils ont demandé à Casserole de l'escorter pendant son séjour dans la capitale alors qu'elle célèbre son passage à l'âge adulte. Après tout, il y a sûrement beaucoup de personnes qui n'aiment pas l'union entre les familles Jubarek et Katilsek, surtout celle du royaume voisin contre lequel ils se battent. Tant que l'information sur les fiançailles ne fuite pas, il ne devrait pas y avoir de problème. Cependant, l'Église prétend ne prendre parti pour aucune faction, mais, selon le paiement, elle peut parfois révéler des informations précieuses. Comme on dit, être neutre leur permet de rassembler des informations des deux côtés, ce qui est un problème malgré leur magie de téléportation. Même Casserole a des difficultés, car il serait compliqué de téléporter Petra et tous ses serviteurs. En résumé, bien qu'il la téléporte à la capitale, la partie la plus difficile sera de la protéger après son arrivée. Pass a une excellente idée, qui est de verrouiller Petra dans la salle sombre de la cérémonie de consécration jusqu'à l'annonce de ses fiançailles pour la protéger. Casserole pense que c'est une bonne idée, donc quelques temps plus tard, il rencontre enfin le marquis de Jubarek, Donak Shelmile. Ici, nous rencontrons les filles du marquis, Petra et Réglisse, et avec elles, ils partent enfin pour la capitale. Le plan est d'abord d'aller à l'église dans les terres du marquis,
en utilisant la cérémonie de consécration comme excuse. De là, ils se téléporteront à l'église de la capitale, et jusqu'au moment de la célébration, Petra restera dans la salle de cérémonie où ils la protégeront. Une fois arrivés à la première église, ils protègent Petra et Réglis contre des voyous qui s'opposent à l'union. Les deux sont clairement effrayées après cela, mais elles entrent tout de même dans l'église. Paz s'occupe de réconforter Réglis, qui a peur lorsqu'elle prend du retard. Lorsqu'ils atteignent une pièce sombre, ils se tiennent tous par la main, et Casserole utilise sa magie pour les téléporter, les accueillant dans la capitale. Dans une autre scène, nous voyons un ancien noble nommé Armira demandant de l'aide à des mercenaires expérimentés pour restaurer sa maison. Il leur demande de kidnapper la fille du marquis de Jubarek, Petera, offrant 10 pièces d'or à quiconque la lui ramènera. Cela est dû au fait qu'apparemment, elle va épouser le petit-fils du duc Katelsek. Après avoir quitté les lieux, les mercenaires montrent une certaine méfiance à propos de l'offre, puisque cet homme veut récupérer son titre de noble, mais en s'impliquant avec eux, il nuit à sa propre réputation. L'un des mercenaires suppose qu'il doit avoir deux objectifs. Le premier est de détruire la réputation du duc Kavilsek, car il serait humiliant que la fiancée du petit-fils du chef de l'armée centrale soit kidnappée. Son deuxième objectif doit être de sauver lui-même la fille kidnappée et de regagner sa place parmi les nobles, avec cet accomplissement, probablement en épousant lui-même la fille. De retour dans la capitale, Shitsu informe que de nombreuses personnes de la famille du marquis sont arrivées, et il ne sait pas comment ils ont découvert cela. Mais même des nobles de terres lointaines sont venus. Si la famille du marquis s'allie à la famille du duc, ils gagneront une grande influence. Donc beaucoup voudront s'entendre avec eux. Casserole dit qu'il faudra quelques heures jusqu'à la fin de la cérémonie de consécration de Petra. Alors il demande à Paz d'apporter de la réglisse à la salle de réception. Paz s'inquiète de ne pas remarquer à quel point elle semble épuisée. Alors une fois de plus, il la réconforte et l'accompagne à la salle de réception. Dans une autre scène, nous voyons Behen, un officier d'état-major, qui rapporte qu'il est venu prendre Petra sur ordre du capitaine général Katilsek. Le marquis part avec sa fille escortée vers le lieu de la célébration. La première étape du plan est prête. Donc maintenant, ils n'ont plus qu'à rassembler le couple avec Réglis et sa servante pour les ramener dans leur terre après la fête. Jusqu'à présent, tout se passe bien. Mais même s'ils ont traité avec les suspects au préalable, ils ne peuvent pas baisser leur garde. Pendant ce temps, Paz accompagne Réglis, mais sa servante Kayla ne la quitte pas, disant que son travail est de protéger Réglis. Son attitude stricte rend Paz mal à l'aise, et quand il essaie de la calmer, il ne fait qu'attirer son mécontentement. Peu après, un tumulte se fait entendre à l'extérieur et soudain, le sol sous eux commence à briller. Incapables de faire quoi que ce soit, Paz et Lycoris tombent dans un trou qui se forme soudainement. Casserole arrive en quelques secondes pour voir ce qui s'est passé, et en voyant le trou, il réalise qu'il a été créé par magie. Confronté à cette situation, Casserole ordonne à Shitsu d'informer le marquis et Katolsek de ce qui s'est passé, et sans hésiter, il saute dans le trou. Cependant, il n'atteint qu'un manoir apparemment abandonné et vide. Il revient donc informer les autres de ce qu'il a vu. Un certain temps plus tard, Pais se réveille dans un endroit inconnu avec Lycoris, tous deux complètement attachés. Devant eux se trouve le mercenaire d'avant, les observant et promettant de les libérer bientôt s'ils se comportent bien. Paz analyse la situation en silence, se demandant pourquoi il a également été enlevé. Même s'il demande une rançon, sa famille n'a pas d'argent, donc il est clair pour lui que Lycoris était la véritable cible. Paz sait qu'il doit la protéger à tout prix. Donc, quand elle se réveille enfin, il lui explique la situation et la calme. Il essaie ensuite de recueillir des informations en demandant aux mercenaires qui les gardent ce qui va leur arriver. L'homme répond que rien n'arrivera à la fille, mais qu'il sera probablement tué quand tout sera fini. Paz l'avertit que s'il le tue, ils perdront 200 pièces d'or, ce qui surprend le mercenaire. Gardant son acte d'enfant effrayé, il lui dit qu'il est le premier-né d'un noble, donc ils paieront une bonne somme pour lui. À ce moment-là, il explique que si celui qui les a amenés ici est un noble, il pourrait obtenir encore plus d'argent, car il est courant que les nobles négocient et résolvent les choses avec de l'argent. Clairement intéressé, le mercenaire demande combien il pourrait obtenir de plus. À ce moment-là, Paz réalise que le cerveau est un noble. Si le manoir dans lequel il se trouve lui appartient, à juger par la pièce, il doit être d'un rang assez élevé. Mais en voyant à quel point il est détérioré, il est possible qu'il soit un noble déchu d'il y a plus de 10 ans. Selon la liste des suspects qu'il a examinés pour protéger Petra, celui qui correspond à tout cela est l'ancien duc Armir. Sachant qu'il ne va pas obtenir plus d'informations, Pace utilise sa magie de réplication pour enregistrer un message sur le ruban de ses vêtements, et en répliquant l'aptitude de son père, il le téléporte à Casserole. Maintenant, nous voyons Kayla très agitée lorsqu'elle voit Casserole et ses serviteurs si calmes. Voulant savoir comment ils peuvent être si détendus, Casserole essaie de la calmer,
expliquant que ce serait différent si Licorice était seule, mais Paz est avec elle, et il sait qu'il trouvera une solution. Kayla ne semble pas faire confiance à ses paroles, mais à ce moment-là, le ruban envoyé par Paz apparaît, les informant qu'ils sont dans le manoir Armir et pointant vers le possible coupable. Casserole ordonne immédiatement à Shitsu d'aller chez le duc et de rassembler autant d'hommes que possible, tandis qu'il cherchera lui-même des volontaires devant l'église et se dirigera vers le manoir Armir. De retour à Paz et Licorice, nous voyons que le chef des mercenaires apparaît. Apparemment furieux, il essaie d'attaquer Licorice, alors Paz se téléporte devant elle pour recevoir le coup. Quand un autre mercenaire demande ce qui se passe, le chef explique qu'Armir leur a dit qu'ils ne seront pas payés parce qu'ils ont kidnappé Licorice, au lieu de Petra. Ils se sont trompés parce qu'elles sont des sœurs jumelles, donc la cérémonie de fiançailles doit se dérouler chez le duc sans aucun problème. Paz comprend rapidement la situation et les mercenaires décidant de quitter les lieux. Mais avant cela, ils disent qu'ils ne peuvent laisser aucun témoin en vie. Avant qu'ils ne puissent nuire à Licorice, Paz se lève après s'être libéré et saisit une épée pour la protéger. Dehors du manoir, une agitation se fait entendre et Armir devient alarmé en voyant qu'il est pris en embuscade. Casserole arrive rapidement là où se trouve Paz, coinçant le chef des mercenaires. Cependant, avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, il utilise à nouveau sa magie, créant un trou dans le sol pour s'échapper. Même ainsi, il capture le duc Armir, donc Casserole envoie Shitsu donner un rapport et retourne dans le manoir avec Paz pour chercher le chef mercenaire. En marchant à travers le manoir, Paz commente qu'il semble que le chef mercenaire n'ait pas beaucoup de magie restante. Donc, même s'il a créé un trou pour s'échapper, il n'aurait pas assez de pouvoir pour aller loin. Le manoir est entouré de troupes, ce qui le conduit à conclure qu'il ne s'est pas vraiment échappé. Tous deux se dirigent vers la pièce où tout s'est passé et découvrent que le chef mercenaire se cachait en fait pour s'échapper plus tard. Il se présente comme Struttle et décide d'affronter Pace qui le défie à un duel en tête-à-tête. Voyant Pace comme un enfant, Strudel le sous-estime et attaque avec confiance. Cependant, Pace bloque son attaque, brisant son épée et le mettant ensuite hors de combat. Il lui conseille qu'il n'est pas bon de détourner les yeux de son adversaire pendant un combat, et peu après, il explique qu'il a reproduit une fissure qu'il a vue dans le manoir sur l'épée de Strudel, ce qui a causé sa rupture facilement. Un mois après tout cela, la cérémonie officielle de fiançailles entre Squall et Petra a lieu dans un château de la capitale. Le duc Katilsek s'approche de Casserole et Paz, les remerciant d'avoir protégé Licorice, qui est maintenant sa petite fille par alliance. Paz saisit l'occasion de commenter qu'il pense qu'il y a quelque chose qui ne colle pas dans l'incident d'enlèvement. Les bandits étaient très habiles et si méticuleux qu'ils avaient préparé plusieurs cachettes. Avec tout si bien planifié, il ne comprend pas comment ils ont pu faire une erreur aussi basique et fatale que d'enlever la mauvaise fille. Cela lui fait se demander s'ils ont reçu des informations incorrectes sur Petra. De plus, il est très étrange qu'un noble déchu ait suffisamment d'influence pour préparer différentes cachettes. Une de ces théories est qu'il y avait un tiers agissant dans leur propre intérêt, car cela ferait que tout s'imbrique. Cela doit être quelqu'un qui a bénéficié de la chute de la famille Armir et a gagné leur reine. Cette personne a utilisé cet incident pour éliminer toute chance de leur rétablissement. Katilsak l'arrête et lui demande s'il suggère que cette personne est lui. Après une pause, Paz dit que ce n'est qu'une théorie. À ce moment-là, le duc réalise qu'il a sous-estimé Paz en pensant qu'il n'était qu'un enfant, mais c'était une grande erreur. Casserole gronde discrètement Paz, alors il décide de changer de sujet. Il commente que les terres des mortels ne produisent pas de récoltes abondantes et ils ont pensé à prendre des mesures, mais ils ne savent pas comment avancer. Alors ils espèrent qu'il comprend la situation et sait comment les aider. Katilsek se sent acculé, confirmant qu'il ne peut pas baisser sa garde contre cet enfant. Et ne voulant pas que Paz continue à parler de ses théories, le duc promet de les aider avec ce dont ils ont besoin en échange de son silence. Il admet que tout était de sa faute, mais il n'a jamais voulu que quiconque soit blessé. Alors il doit réfléchir à ses actions. Katilsek remercie Paz pour l'avertissement, mais lui dit aussi qu'il a été très audacieux de l'accuser si ouvertement. À ce moment-là, le marquis Joubarek apparaît et remercie Paz pour tout ce qu'il a fait. Il saisit également l'occasion de le coincer avec ses mots, parvenant d'une manière ou d'une autre à faire en sorte que Paz se fiance avec sa fille Licorice. Casserole comprend que sa proposition ressemble à une menace. Donc, n'ayant pas d'autre choix, il répond que ce sera un honneur pour sa famille. Très satisfait, le marquis Joubarek réunit toute la famille pour annoncer le nouvel engagement, souhaitant informer tous les royaumes. Licorice s'approche de Paz, le remerciant de l'avoir sauvé auparavant, puisqu'elle n'a pas pu le faire plus tôt. Sans le planifier, Paz est maintenant le beau-frère de Petra et Squally. Donc tout le monde porte un toast à cette union soudaine. À la fin de la journée, Paz ne peut toujours pas tout comprendre, car tout s'est passé si rapidement que cela ne semble même pas réel.
Lycoris s'approche de lui encore une fois, cette fois un peu incertaine, voulant savoir s'il est vraiment satisfait d'elle. Paz sourit et la rassure, disant qu'il est très heureux. Cela la rend très heureuse. Alors elle lui dit qu'elle a préparé des douceurs basées sur celles qu'il leur a données auparavant. Paz devient très enthousiaste en voyant qu'elle a fait des biscuits, impressionné par leur apparence délicieuse. Cependant, lorsqu'il les goûte, il réalise qu'ils sont très salés, quelque chose qu'il ne s'attendait pas. Néanmoins, il montre qu'il est très satisfait et assure Lycoris qu'ils sont délicieux, ce qui la rend très heureuse. Un certain temps plus tard, nous voyons Casserole avoir une conversation sérieuse avec sa femme, confessant qu'il va amener une autre femme dans la maison. Agnès est choquée, et Casserole précise que ce n'était pas son intention, mais qu'il a cédé à la pression. Il lui dit qu'elle est une très belle jeune femme issue d'une bonne famille, bien qu'en réalité, elle soit des jumelles. Aïe ne comprend rien de ce qu'il dit, donc elle se méprend immédiatement et le gronde de ne pas lui avoir dit plus tôt. Quand elle réalise qu'il parle de la fiancée de Pace, elle devient très surprise, admettant qu'elle pensait qu'il la trompait. Casserole s'inquiète, pensant que sa femme est maintenant déprimée, mais en réalité, Hans est ravie, puisqu'elle a maintenant une autre fille. La nouvelle des fiançailles de Pace et Lycoris commence à se répandre rapidement, atteignant la comtesse de Redice. Brioche est très surprise lorsqu'elle l'apprend, car elle ne peut pas croire que ces pauvres paysans rejoignent une famille aussi puissante que les Jubarek. Avec l'engagement avec la famille Katilsek, la famille Jubarek a considérablement accru son pouvoir. Elle suppose donc que c'est pourquoi ils se sont associés à une maison inférieure comme Mortal. Elle a également pensé à la possibilité que le fief Mortal puisse devenir aussi prospère que le leur. Après tout, il y a 20 ans, lorsque Casserole a reçu ses terres, il a fallu des années avant qu'ils puissent récolter quoi que ce soit. Mais au cours des 3 dernières années, ils ont réduit leurs champs de blé et ont commencé à cultiver des haricots. En utilisant des haricots comme engrais, ils ont amélioré la terre et leur récolte a augmenté. Pour une raison suspecte, elle croit que c'était toute l'idée de Paz. Bien qu'il n'ait que 9 ans, c'est lui qui a dirigé les négociations la dernière fois et même l'a acculé. Par conséquent, elle n'a aucun doute que la famille Jubarek a vu le talent du garçon et a agi avant elle. Maintenant, nous voyons Paz heureux parce que ce qu'il a demandé au duc Katilsek et à Squai est enfin arrivé, puisqu'ils ont promis de le soutenir lors de la fête de fiançailles. Lumi ouvre l'une des boîtes et est confuse de voir un arbre. Alors Paz explique que c'est un acacia faux. Cet arbre pousse facilement même dans un sol pauvre et est apicole, ce qui signifie qu'il aidera à produire du miel, un ingrédient clé pour les sucreries. Marc et Lumi célèbrent en entendant cela, mais Paz explique qu'il y a encore un problème, puisqu'il pleut peu et que Mortal, même s'ils plantent des arbres, ceux-ci se dessèchent après avoir atteint une certaine taille. Ils doivent donc changer leur perspective. Ils n'imiteront pas les terres avec de fortes pluies, mais trouveront plutôt un moyen de les cultiver avec peu de pluie. Il réalisera cela en créant un réservoir, un endroit pour stocker de l'eau suffisamment grand pour durer toute une année, même pendant le début du printemps sec. Pendant que Paz pense à de nouvelles idées, Casserole et Shih Tzu examinent les finances de l'année, célébrant parce que pour la première fois, ils ont réalisé un bénéfice. Shih Tzu profite de l'occasion pour lui donner une bonne nouvelle, l'informant qu'ils ont reçu plus de 40 demandes de personnes qui souhaitent vivre dans le nouveau village des Mulats. La plupart d'entre eux sont des réfugiés des zones voisines, puisque les bandits ont détruit leurs champs et qu'ils ont tout perdu. Casserole répond que s'il y a 40 personnes, ils doivent se dépêcher de terminer le village. Shih Tzu a également de mauvaises nouvelles et révèle que Paz a commencé un autre projet et est parti pour l'Émide avec seulement les enfants. Cette nouvelle terrifie Casserole plus que tout. Il se met donc immédiatement en route. Lorsqu'il trouve Pace, le garçon crée un énorme trou dans une roche en répliquant l'aptitude de Strudel. Cette magie s'avère plus utile qu'il ne le pensait, alors il commence rapidement à travailler pour créer un grand réservoir. Une fois terminé, il explique qu'ils planteront des arbres tout autour, et puisque la pluie arrivera bientôt, l'eau s'accumulera là. Lorsque les arbres pousseront, ils retiendront également l'eau, créant un effet synergie. Leur célébration est soudainement interrompue lorsque Paz remarque que son père se tient devant lui, clairement furieux, et peu après, il reçoit une correction et une forte réprimande. D'un autre côté, Brioche continue de regretter l'engagement, car si elle avait une fille, elle aurait fait la même chose que la famille Jubarek. Ce qui l'embête le plus, c'est que Katilsek et Jubarek la surpasseront et emménageront dans les terres du sud. Son assistante s'inquiète de la voir si bouleversée et essaie de plaisanter en suggérant qu'elle l'épouse. Mais à sa grande surprise, Brioche le prend au sérieux. De retour à Mortal, Paz construit 3 autres étangs en moins d'un mois, réfléchissant à des moyens d'obtenir de l'eau autre que des puits et créant un réservoir pour le relier plus tard avec des canaux. En vérifiant comment les choses avancent, Yosi le rencontre pour lui remettre une lettre qui est arrivée et semble urgente. Après avoir vu la lettre, il apprend qu'elle a été envoyée par la comtesse de Rhétus, qui l'invite à une dégustation de thé.
Paz trouve très suspect qu'elle l'invite directement, alors il décide d'en parler à son père, mais il n'est actuellement pas à la maison. Néanmoins, son père revient soudainement, car il a entendu parler de cela alors qu'il était dans la capitale. Paz se demande si elle veut se venger de ce qui s'est passé lors des négociations de compensation, mais son père lui dit d'y penser plus tard et l'informe qu'il a amené un invité. À ce moment-là, Réglisse apparaît, qui semble très heureux de le revoir. Casserole précise qu'il ne s'agit pas d'une visite normale, révélant que Réglisse restera dans le village un certain temps. Maintenant que Réglisse vivra avec eux, Paz lui montre rapidement un endroit spécial. Il l'emmène dans sa cuisine de rêve, où il prépare tous ses desserts. Pendant ce temps, au château Jubaret, nous voyons que le marquis a envoyé Petra étudier dans la capitale pour gagner la confiance du duc. Et il a envoyé Réglisse avec la famille Mortel parce qu'il ne peut pas permettre à la comtesse de Rhodis d'agir librement dans son dos. Il est sûr que Brioche veut tirer parti de son futur gendre, car une dame de son statut a sûrement remarqué le potentiel de Paz. Et maintenant qu'elle l'a invité à une dégustation de thé, ses intentions sont très claires. En envoyant de la réglisse avec la famille Mortel, il espère qu'elle accompagnera Paz à la dégustation, car si sa fiancée est avec lui, Brioche ne pourra pas le tromper. De plus, sa fille sera plus en sécurité à Mortel, puisque le royaume voisin de Lutherrode sera probablement quelque chose après avoir appris l'engagement avec le duc. De retour à Mortel, la réglisse aime regarder Paz préparer des douceurs dans sa cuisine spéciale. Il explique qu'il a pensé à faire quelques cadeaux à apporter à la fête de thé à laquelle il a été invité. Paz prépare tout avec soin, et la réglisse peut voir à quel point il est heureux en faisant des douceurs avec des bâtons, des morceaux et des bonbons, les façonnant en différentes formes. La réglisse est impressionnée et dit qu'il semble même dommage de les manger parce qu'ils sont si beaux. Paz lui dit que les bonbons seraient très tristes s'ils ne sont pas mangés, donc elle ne devrait pas penser de cette façon. Après avoir fabriqué plusieurs bonbons, il décide également de faire des bunkus caramélisés, laissant Réglisse ravie par le goût. Paz ouvre ensuite la porte de la cuisine, révélant ses amis, sa mère et sa sœur, qui les ont observés tout le temps. Un peu plus tard, Paz se rend enfin à la dégustation de thé de la comtesse de Roti avec Réglisse. Ils sont accompagnés de la femme de chambre de Réglisse et de Nicolo, le novice qu'ils ont récemment recruté dans la maison Mortelle. Paz pense tout le temps aux bonbons, donc Kaylee lui rappelle qu'il escorte Réglisse et qu'il devrait arrêter de se laisser distraire. En marchant dans le manoir de la comtesse, Paz est surpris de voir le portrait qu'il a fait pour elle, car il est encadré et exposé pour que tout le monde puisse le voir. Cela semble très intentionnel, mais il n'a pas le temps d'y penser, car c'est l'occasion parfaite de promouvoir les spécialités mortelles. Il présente Réglisse comme sa fiancée, et l'assistant de la comtesse les accueille. En les présentant comme les invités d'honneur, Paz saisit l'occasion de s'exprimer formellement, annonçant qu'il a apporté un cadeau spécial qui se marie très bien avec le thé. Nicolo sert les bonbons sur une assiette, et tous les invités sont surpris par leur beauté, devenant ravis par le goût. Paz leur fait savoir qu'il aimerait envoyer plus de ces bonbons par le biais de marchands itinérants. Et puisque c'est un cadeau, ils n'auront aucun coût. La seule chose qu'ils demandent est qu'ils ne prélèvent pas de taxes sur le sucre pour ces marchands. Les taxes sur les produits sucrés sont très élevées, et comme il s'agira de petites quantités, leur faire payer à chaque livraison de bonbons ne serait pas juste pour les marchands. L'assistant comprend rapidement sa logique, et à ce moment-là, Brioche apparaît, disant que c'est une suggestion intéressante. Elle le salue formellement et demande à Paz d'expliquer les détails de sa demande, puisqu'elle préfère que tout ce qui est lié aux affaires passe d'abord par elle. Paz précise qu'il s'agit juste de cadeaux, et sans perdre de temps, Brioche suggère de se déplacer ailleurs, demandant à Réglisse d'attendre avec les autres. Après tout, ils discuteront d'une négociation uniquement entre les maisons Rhodis et Mortel. Paz laisse Réglisse avec sa femme de chambre et Nicolo, disant qu'il reviendra bientôt. Une fois seule avec Brioche, elle décide d'aller droit au but, demandant à Paz ce qu'il a l'intention de faire. Avant de répondre, il lui demande d'abord d'essayer ses bonbons, et quand elle le fait, la comtesse est impressionnée, admettant qu'ils sont délicieux. Paz lui dit que les ingrédients qu'il a utilisés sont le sucre, le miel et l'eau, et qu'à l'avenir, il aimerait produire tous ces ingrédients à Mortal. Brioche est surprise d'entendre cela, et Paz lui assure qu'ils seront capables de les produire en grande quantité dans 3 ans. Elle se demande comment il pourrait faire cela dans des terres infertiles, mais elle sait qu'il est un enfant capable de le faire. Paz commente que puisqu'elle a accès au port, il aimerait avoir son soutien, et c'est pourquoi il a mentionné la question des impôts. Brioche pense que c'est fou, mais elle sent que Paz a quelque chose de beaucoup plus grand prévu pour l'avenir, et elle peut voir un avenir très différent. Dans cet esprit, elle accepte de l'aider avec tout ce qui concerne les sucreries, parce qu'elle veut faire partie de cet avenir qu'il envisage. Pendant qu'il négocie, Réglisse commence à se sentir mal à l'aise à la fête, pensant que des endroits comme celui-ci ne sont pas faits pour elle.
Elle est venue seulement parce que Paz a dit qu'il serait avec elle. Mais maintenant qu'elle est seule, elle ne veut pas être là, surtout après avoir entendu ce que les invités disent de sa famille. Une fois les négociations entre Paz et la comtesse de Rété terminées, elle lui fait parler de sa fiancée, voulant qu'il admette qu'il l'aime. Sans prévenir, Brioche le serre dans ses bras, lui disant que s'il ne l'admet pas, elle ne le lâchera pas. À ce moment-là, Réglisse les trouve, laissant Paz figée. Il repousse rapidement la comtesse, mais Réglisse s'enfuit, alors Paz la suit. Quand il la rattrape, Réglisse s'excuse, expliquant que tout le monde dans le hall parlait de lui, et beaucoup de dames aussi. Cela l'a amené à imaginer des choses désagréables. Par exemple, que quelqu'un pourrait apparaître dans le futur qui tomberait amoureux de lui. Et si cela arrivait, il l'oublierait. En larmes, Licorice dit que si sa sœur Petra était à sa place, elle saurait comment parler joyeusement avec tout le monde. Paz l'arrête doucement, avant qu'elle ne continue à se comparer à sa sœur, et lui dit que même si elle est timide et a du mal à parler aux autres, c'est qui elle est. Elle n'a pas besoin d'être comme Petra, parce qu'il l'aime telle qu'elle est. Et il est sûr qu'à partir de maintenant, il l'aimera encore plus. Licorice décide de croire en lui et en ses mots, mais elle regarde toujours vers le bas, alors Paz lui demande d'attendre et utilise la téléportation pour partir un moment. Quand il revient, il lui donne une banca caramélisée, expliquant que ce n'est pas comme celle d'avant, puisqu'il a préparé celle-ci spécialement pour elle à l'instant. Licorice est surprise de voir que le bonbon a une forme de cœur, et quand elle le goûte, elle est émue aux larmes. Paz lui rappelle qu'il sait que ce dessert est une pomme caramélisée, mais elle a beaucoup de noms, et l'un d'eux est pomme d'amour. Il a mis tous ses sentiments dans cette pomme, alors il lui demande de lui faire confiance, car il veut la rendre heureuse et voir son sourire. Licorice sourit et apprécie la pomme, acceptant ses sentiments avec gratitude. Paz se sent soulagé de la voir à nouveau heureuse, pensant qu'il était sur le point de perdre ce sourire merveilleux. Son rêve est de créer un pays de sucreries et de rendre le monde entier heureux avec elle. Mais s'il ne peut pas rendre les gens qu'il aime heureux, il ne l'atteindra jamais. Juste avant qu'ils ne puissent avoir leur premier baiser, Kayla et Nicolo les interrompent car ils ont observé tout cela pendant un moment. Une fois rentrés chez eux, la mère de Paz l'entraîne avec elle pour qu'il puisse lui raconter tout ce qui s'est passé en détail. 2 heures plus tard, il est complètement épuisé, car lui et sa mère ont emballé des bonbons tout en parlant. Shetsu regarde les emballages de bonbons avec curiosité et est très surpris de voir que tous ont un portrait de Brioche en train de câliner Paz. Il explique que c'est sa petite revanche contre la comtesse pour avoir essayé d'interférer dans sa relation avec Licorice. Lorsque les bonbons atteignent enfin leur destination, la comtesse de Rété perd complètement son calme, brisant et jetant tout autour d'elle. Elle ne peut pas croire que Paz a distribué des bonbons avec cet emballage parmi les nobles, car maintenant tout le monde dit qu'elle aime les jeunes garçons. À cause de cela, des dizaines de propositions de très jeunes prétendants arrivent chaque jour, ce qui pourrait interférer avec ses affaires. De retour au manoir du marquis Joubarek, ils sont informés que le marquis Lutrode a commencé à agir. Comme prévu, avec l'engagement entre cette maison et celle du duc Ketelsek, il a réalisé que leur puissance militaire va augmenter et a décidé d'envahir. Selon les rapports, l'armée de Luther Road compte au moins 30 000 soldats, donc les défenses de Joubarek ne sont pas prêtes. Le marquis Joubarek ordonne qu'un messager soit envoyé au duc Katalsek immédiatement, car ils doivent demander des renforts. Pendant ce temps, Paz compte joyeusement les bénéfices des bonbons et des portraits de fiançailles qu'il a vendus, totalisant 384 pièces. En voyant tout cela, Shitsu commente que c'est trop d'argent pour un enfant de son âge, mais Paz précise que c'est sa juste récompense pour avoir fabriqué les bonbons. Il utilisera l'argent pour demander aux marchands itinérants de lui apporter 100 chèvres et essaiera de négocier pour inclure environ 3 ânes. Shitsu l'avertit qu'il fera pleurer les marchands, mais Paz explique que le lait et le fromage de chèvre sont des ingrédients parfaits pour faire des bonbons. Les chèvres mangent n'importe quoi et sont faciles à élever. Et maintenant qu'ils ont plus de végétation, ils en profiteront pour augmenter leur bétail et commencer à créer leur terre de bonbons. Shitsu répond que le problème sera le manque de travailleurs, mais Paz dit qu'il y réfléchira plus tard. Ensuite, il lui fait goûter la mélasse qu'il a préparée, en expliquant qu'elle est extraite d'une plante appelée Sweet Zorgo. En le goûtant, Shitsu est surpris par sa douceur, et Paz lui informe qu'il s'agit de son prototype de sucre. Une fois qu'il l'aura perfectionné, il pourra produire du sucre et créer un système de production de confiserie chez les mortels. Peu après, Paz travaille sur un autre de ses projets avec Lumi et Mark, bien que cette fois, il évite d'utiliser la magie. La réglisse s'approche pour voir ce qu'ils font, et il explique qu'ils construisent un mixeur. Lorsqu'il termine, il décide de le tester pour la première fois, en plaçant des tiges de Zorgo sucrées dans le baril pour en extraire le jus. Cependant, elles sont trop petites pour l'utiliser correctement, et à la fin,
Il le casse. Le mécanisme est correct, mais il n'a pas assez de force. Donc il pense qu'il devrait être entièrement en métal. La réglisse commente qu'elle a vu à Jubarek qu'ils utilisent un dispositif similaire à ce mixeur pour faire du vin, où 2 personnes tournent une manivelle. Paz la remercie pour l'information et décide qu'il devrait obtenir ce dispositif afin de faire moins d'erreurs. Sans perdre de temps, il court chez lui très excité, désirant obtenir tout ce dont il a besoin et se demandant quel type de confiserie il va préparer. Son sourire disparaît lorsqu'il trouve son père et Shitsu clairement inquiet avec des nouvelles graves. La casserole l'informe que la guerre a commencé. Et tout a commencé entre les terres de Jubarek à l'est et leurs voisins de Luther Road. Dans une autre scène, nous voyons le camp de Luther Road, où il rapporte qu'il n'y a pas de confirmation que le duc a envoyé des renforts de la capitale. Lutherad, qui dirige tout, dit que c'est exactement comme il le pensait, car lorsqu'ils ont répandu la fausse information qu'ils avaient 30 000 hommes, Jubarek a sûrement demandé des renforts à Katilsek immédiatement. S'il n'a pas encore agi, cela signifie que le duc a refusé de les envoyer ou que Jubarek a retiré sa demande. Pour Lutherad, c'est la deuxième option, car en apprenant qu'ils n'ont que 10 000, il aurait estimé que son armée serait suffisante, et ainsi maintenir son honneur. Cela n'a probablement pas plu au duc, donc on peut supposer que cela a causé un différend. À ce moment-là, quelqu'un arrive pour rapporter que le fiancé de la fille de Jubarek est actuellement stationné sur leur terre, ce qui donne à Luther Road une grande idée. De retour à Mortal, Réglisse s'inquiète pour Paz, mentionnant qu'il semble perdu dans ses pensées. Il essaie de la rassurer en disant que ce n'est rien, mais elle sait qu'il pense à la guerre. Elle a appris qu'une guerre va bientôt commencer entre son pays et ses voisins. Elle est donc également inquiète. Elle ne comprend pas pourquoi ils gaspillent leur temps dans une autre guerre futile, car s'ils passaient plus de temps à faire des bonbons comme lui, elle est sûre qu'ils seraient plus heureux. Paz sourit et est d'accord avec elle, disant que les bonbons rendent tout le monde heureux, donc c'est la bonne réponse. Réglisse devient plus joyeuse, alors il lui dit que le marchand apportera des chèvres aujourd'hui. Avec elle, ils pourront faire un cheesecake avec du lait de chèvre, qui est riche et délicieux. Malgré son excitation, il devient alarmé en apprenant que les chèvres ont été volées. Le marchand explique qu'avant d'atteindre Mortal, un autre noble les a achetées et les a forcés à les remettre. Donc, c'est essentiellement du vol. Paz ne veut pas rester inactif, alors il demande le nom de ce noble. Le marchand l'informe que c'était le baron Lunchbach, qui est connu pour harceler les nouveaux nobles. Shitsu commente que dans des cas comme celui-ci, s'ils avaient un puissant parent noble, ils pourraient au moins porter plainte. Mais ils ne peuvent rien faire. Le mariage avec la famille Jubarek n'est pas encore officiellement terminé, donc il serait difficile de demander au marquis d'intervenir. En premier lieu, cet incident est le résultat du conflit entre Jubarek et Luther Road, donc ils ne seraient pas contents de s'occuper de leurs problèmes. Ils n'ont d'autre choix que de l'accepter, bien qu'ils ne s'attendaient pas à ce que la guerre les affecte si rapidement, puisqu'elle a commencé il y a seulement 3 jours. Même ainsi, Paz perd son calme et fait une scène, disant qu'il ira lui-même parler à ce noble. Casserole essaie de le calmer en lui rappelant qu'ils sont en temps de guerre. Il est donc naturel que chaque fief veuille sécuriser ses propres ressources, surtout la nourriture. De plus, le baron Lunchbach est plus proche de la ligne de front, donc il est évident qu'il est désespéré de sécuriser des fournitures. Il est vrai qu'ils ont perdu la chance d'acheter des chèvres, mais personne d'autre n'a été blessé. Shitsu ajoute que même s'il part à la recherche des chèvres, il est clair que Lunchbach utilisera la guerre comme excuse pour refuser. Par conséquent, même s'il est frustré, il doit accepter la réalité et quand la guerre se terminera, ils auront une chance de négocier. Paz n'est pas heureux de la situation, surtout parce que Réglisse avait l'air très excité à l'idée d'essayer un cheesecake. Il ne comprend pas pourquoi les gens se battent pour des choses, car cela ne rend jamais personne heureux. Shitsu parle à nouveau avec la nouvelle idée, disant qu'il existe un moyen de recevoir des fournitures avec priorité pendant la guerre. Paz comprend immédiatement ce qu'il veut dire, et c'est que s'ils rejoignent le front de guerre en tant que renfort, ils pourront exiger la priorité dans la réception des ressources. De plus, puisqu'il est fiancé à Réglisse, il n'a plus qu'assez de raisons de soutenir Jubarek. La décision est prise immédiatement, donc en peu de temps, 12 personnes du village, y compris Paz, se dirigent vers la guerre. Tout cela est pour récupérer les chèvres. Pendant ce temps, dans la maison de Jubarek, il rapporte que l'armée de Luther Road a commencé à avancer. En entendant qu'ils n'ont que 10 000, Marquis Jubarek conclut que son armée sera plus cassée. Même ainsi, il demande à Squall de défendre la ligne de front, car il a un plan. Petra devient très inquiète, mais Squall décide de montrer sa force, acceptant sa première bataille et promettant de protéger la terre à tout prix. Dans le camp ennemi, Luther Road révèle que son objectif cette fois est de séparer Jubarek de Katilsek. Il explique que l'héritier de la famille Katilsek qui séjourne avec Dubrek n'a aucune expérience de combat. Il voudra sûrement lui donner une chance d'avoir sa première bataille.
mais ils ne peuvent pas risquer le petit fil d'une autorité aussi importante. Cependant, s'il s'agit d'une bataille qu'ils peuvent gagner facilement, ce serait l'occasion parfaite. Et s'ils parviennent également à gagner, Ketelsek serait très reconnaissant. C'est pourquoi ils vont l'attirer à un endroit où ils peuvent le tuer facilement. De cette manière, Jubarek ne perdrait pas seulement le fiancé de sa fille, mais Ketelsek deviendrait également furieux et couperait les liens avec lui. De cette façon, Jubirik serait laissé seul et perdrait tous les renforts sur lesquels il comptait, leur permettant de lancer une attaque totale et de le vaincre avant l'arrivée des renforts du duc. Lorsque Kasserole et Paz rencontrent le marquis Jubarek, il leur montre la formation ennemie actuelle sur la carte. Kasserole sent immédiatement que quelque chose ne va pas, bien que les informations sur l'ennemi semblent très solides. Paz fait remarquer que cela peut être trop solide, au point que cela semble contre nature, puisque cela est conçu pour repousser leurs attaques alors qu'ils sont censés être ceux qui envahissent. Kasserole analyse l'ennemi et parvient à prédire où ils vont attaquer en premier, puisque le terrain est idéal pour une embuscade. Le marquis Jubarek devient très alarmé lorsqu'il voit l'emplacement indiqué sur la carte, car les troupes dirigées par Squall s'y trouvent en ce moment. Il pensait que ce serait une zone facile à défendre et l'y a envoyé pour qu'il puisse avoir sa première bataille. Kasserole l'avertit que comme Squall n'a pas d'expérience, il sera la cible parfaite pour une embuscade. Donc ils doivent aller l'aider immédiatement. Jubarek laisse l'escouade sous son commandement, donc Kasserole et Paz se mettent immédiatement en route pour sauver Squall. D'autre part, nous voyons que Squall tombe directement dans le piège de l'ennemi. Il essaie donc de rester calme tout en regardant ses soldats tomber un par un. Lorsqu'il réagit enfin, il mène ses troupes dans la forêt. Mais ils sont également embusqués là, et en quelques secondes, ils sont entourés. Malgré un désavantage clair, il ordonne à ses hommes de pousser en avant, refusant de se rendre. À ce moment-là, plusieurs soldats ennemis commencent à tomber, et nous voyons que Glass est arrivé juste à temps pour les soutenir. Kasserole se fraye un chemin avec son épée, et Paz arrive également pour aider au moment où il est le plus nécessaire. Grâce à eux, ils parviennent à dégager la zone en peu de temps, et Squall les remercie profondément de les avoir sauvés d'un tel danger. D'autre part, voyant que les forces mortelles sont du côté de Jubarek, Lutarod n'a d'autre choix que de retirer ses troupes. Clairement furieux, Jubarek est soulagé de voir que Squall est en sécurité, s'excusant de l'avoir envoyé dans une telle situation. Kasserole lui dit que Squall a été très courageux, car même lorsqu'il était entouré par l'ennemi, il n'a jamais abandonné et était prêt à se battre pour s'en sortir. Malgré tous les éloges, Squall ne les accepte pas en disant qu'il ne mérite aucune récompense. Même lorsque Petra vient le saluer, il ne peut pas montrer de bonheur et est au bord des larmes. Alors, il décide d'être seul. Jubarek s'inquiète de le voir comme ça. Kasserole explique que ceux qui souffrent beaucoup lors de leur première bataille tombent parfois dans le traumatisme. Petra ne sait pas quoi faire pour le réconforter puisqu'elle ne l'a jamais vu comme ça. Kasserole rappelle à Paz que, il y a quelque temps, il avait réussi à remonter le moral de Mark après son erreur avec les bandits. Alors il lui demande de s'occuper de la situation maintenant. Comme ils ont presque le même âge, Paz a une excellente idée après avoir rappelé sa conversation avec Réglisse, où ils ont parlé de la façon dont les bonbons rendent les gens heureux. Jubarek soutient son idée et fournit rapidement tous les ingrédients nécessaires. Paz commence immédiatement à préparer un dessert pour remonter le moral de Squall et lui redonner le sourire. Pendant qu'il travaille dur dans la cuisine, Squall continue de se sentir terrible malgré tout ce que les autres disent pour l'encourager. Il ne peut pas s'empêcher de penser à ses soldats tombés et au fait qu'à cause de son manque d'expérience, ils ont perdu la vie. Enfin, Paz arrive à la réunion, félicitant Squall pour sa victoire et présentant le dessert qu'il a préparé. Immédiatement, un arôme doux et délicieux emplit la pièce, attirant l'attention de tous. Paz coupe la première part et la donne à Squally, expliquant que le dessert s'appelle tarte tatin, un sucré cuit à base de bonkas qu'il a préparé pour lui. Squally est émerveillé par le goût, disant qu'il n'a jamais goûté un dessert aussi délicieux. Il lui dit que son nom vient des sœurs Tatin, qui étaient de grands pâtissiers. La tarte est faite en plaçant les fruits sur la pâte et en la faisant cuire. Mais un jour, les sœurs ont oublié de mettre la pâte dans le moule et ont seulement cuit les fruits. N'ayant pas d'autre choix, elles ont placé la pâte par-dessus et l'ont cuite à nouveau, et le résultat était la tarte. En d'autres termes, cette tarte est née d'une erreur commise par ses créateurs. En entendant parler de l'erreur, Squall est immédiatement touché, se rappelant ses moments désespérés sur le champ de bataille. Paz continue de parler, disant qu'il croit que c'était un beau miracle. Après tout, si les sœurs avaient jeté les fruits lorsqu'elles se sont rendues compte de l'erreur et en avaient fait une autre de la bonne manière, la tarte Tatin n'existerait pas. Il aurait été normal de la jeter, mais comme elles n'ont pas permis à leur erreur de rester une erreur pour toujours, maintenant tout le monde peut profiter de ce dessert. Ces mots atteignent Squall, et Paz lui dit que récemment, il a aussi fait une erreur en préparant des douceurs, et il se souvient de cette tarte.
Les erreurs ne sont jamais inutiles, et ce qui compte, c'est de rester optimiste et d'essayer toujours de s'améliorer, même si des erreurs sont commises. Squay continue de ressentir la pression de son grand-père, qui n'a jamais permis d'erreur. Cependant, Petra précise qu'il n'a fait aucune erreur, puisqu'elle lui a demandé de revenir sain et sauf, et il a tenu sa promesse. Squall mentionne que la seule raison pour laquelle il est en sécurité est à cause du sacrifice de ses hommes, et il ne peut s'empêcher de se sentir mal à ce sujet. Paz répond que c'est ainsi qu'un leader devrait être. Au lieu de célébrer sa première victoire, il pense aux soldats qui ont perdu la vie. Petra lui dit qu'elle est fière de lui pour ne pas avoir perdu son humilité, disant que rien ne pourrait la rendre plus heureuse que le fait qu'il soit revenu sain et sauf. Ému, Squall remercie Petra et sourit enfin à nouveau. Il remercie aussi Paz en promettant de devenir plus fort en tant que personne. Maintenant que Squall a retrouvé son esprit, Jubarek remercie beaucoup Paz, qui ne manque pas l'occasion de lui demander plusieurs choses dont il a besoin. En peu de temps, Casserole s'occupe des négociations concernant l'affaire avec le baron, réussissant à récupérer toutes les chèvres qui leur avaient été prises. D'autre part, grâce à Jubarek, Paz obtient l'appareil utilisé pour faire du vin, ce qui sera parfait pour ses plans. Le temps passe et Réglisse goûte enfin le cheesecake dont Paz a parlé. Fait avec du lait de chèvre. Elle vit déjà à Mortel depuis un mois et les douceurs que prépare Paz semblent magiques. Tout le monde la traite très bien et chaque jour est très amusant, donc elle ne pourrait pas être plus heureuse d'être avec Paz, toujours impatiente des desserts qu'il prépare.